Donc on en a en effet identifié 5. La première, qui est sans doute la plus importante, c'est la massification en fait de la formation professionnelle. En fait, c'est lié au nombre et au volume de personnes qui aujourd'hui peuvent se connecter sur un support de formation. On le voit bien donc avec l'apparition des MOOC, hein, Massive Open Courses Online, qui permettent à des milliers, voire des centaines de milliers de personnes de se connecter sur un même support de cours. Alors les supports aujourd'hui ont énormément évolué. C'est passé sur de la vidéo. Avant il y avait du contenu texte, donc on a de l'audio, on a de la vidéo, enfin on a tout par internet. Et ce qui a donné justement un engouement de la part des apprenants de passer par un système sur plateforme, donc de formation sur plateforme, et accessible à tous grâce à ce qu'on appelle les MOOC. Donc ça c'est la première e-transformation. La deuxième, c'est lié à la systématisation et la mesurabilité de la formation professionnelle, à l'instar des ERP, des progiciels spécifiques au métier de la formation. La possibilité de mettre ces progiciels dans le cloud. On a donc créé des plateformes sous mode SaaS, hein, Software as a Service, et qui permettent à des grandes sociétés, mais aussi maintenant des plus petites entreprises, de se connecter à des plateformes de gestion qui permet en fait de gagner un temps fou à tous ces secteurs, et puis de baisser leurs coûts en termes d'administration de la formation. Donc ça a été vraiment une forte évolution dans la formation professionnelle. La troisième e-transformation, c'est la pédagogie, hein. Toutes ces transformations digitales ont changé le mode d'apprentissage de la part des formateurs. On l'a vu avec les enseignants, hein, dans l'école, hein. La première e-transformation, on l'a remarqué, c'est passé dans l'éducation initiale. Et pour la formation professionnelle, elle a suivi. C'est encore un état très embryonnaire. Je pourrais vous parler aussi de classe inversée, de nombreuses tendances de changement dans la pédagogie, où en fait le professeur, la personne qui a le savoir, n'est plus dans un enseignement top-down, mais va être dans un peu le chef d'orchestre pour les apprenants, c'est-à-dire cette capacité à expliquer. Le savoir, de toute façon, il est sur internet, tout le savoir est sur internet. Donc l'idée du formateur, sa pédagogie, ça va être d'expliquer aux gens comment apprendre, comment trouver la bonne information, comment la hiérarchiser. Voilà, donc tous ces systèmes-là changent le modèle pédagogique. La quatrième e-transformation, elle va être sociale. C'est vraiment les dernières évolutions pédagogiques. C'est justement de amener cette brique sociale dans le domaine de la formation, qui finalement, la formation professionnelle, à l'origine, le social existait et fait partie des fondamentaux de l'apprentissage, du mode d'apprentissage. Sauf que la différence, c'est cette brique-là manquait au e-learning, et elle a été apportée. On appelle ça aujourd'hui le social learning, c'est-à-dire que les personnes et les apprenants qui sont connectés peuvent échanger ensemble par le biais de la plateforme, et donc le contenu qui est agrégé par les apprenants aujourd'hui dans leurs échanges vient faire partie des supports de cours du formateur. Donc on est dans le social, on est dans l'échange, on est dans le collaboratif, et tout ça, ça change beaucoup au domaine de la formation digitale. Et la dernière e-transformation qui est plus évidente mais différente, on va parler des leviers pour ces acteurs de la formation professionnelle. Les leviers évidemment ont changé avec le digital, parce qu'aujourd'hui un organisme de formation qui veut se faire connaître va beaucoup plus évidemment passer par les systèmes qu'offre Google, les différentes possibilités, YouTube, faire des vidéos, etc. Et donc on voit en effet une transformation parmi les organismes de formation. Prenons le cas de 360 Learning, qui est une jeune société start-up qui va se faire connaître en achetant des mots-clés sur son domaine d'activité, qui est le e-learning. Donc quelqu'un qui tape e-learning management sur son moteur de recherche, il va pouvoir avoir accès à des organismes qui autrefois étaient difficilement visibles. On a aussi des grands organismes traditionnels comme l'AFPA qui ont pris le virage du digital et
apparaissent comme le premier organisme de formation en mode de référencement naturel. Donc ils ont travaillé leur contenu, ils ont travaillé leur site web, ils ont travaillé leur descriptif sur Google. Donc il y a véritablement les organismes de formation, même les plus traditionnels, ont opéré ce virage. Juste un mot, je ne sais pas si ce sera une forme de conclusion, mais en tout cas, c'est de voir que faut baisser un peu. C'est de voir que le digital concilie deux choses qui étaient réputées inconciliables jusqu'à présent, c'est-à-dire l'hyper-massification de l'éducation et maintenant de la formation professionnelle et l'hyper-individualisation. Donc en gros, les systèmes de formation se sont massifiés au cours du XXe siècle. Il y a eu déjà l'enseignement primaire puis secondaire. Il y a 5% d'une génération qui avait le bac simplement dans les années 50, maintenant c'est 80%. L'accès maintenant au système universitaire s'est très largement démocratisé alors que c'était très longtemps réservé à une élite urbaine et bourgeoise de privilégiés. Qu'en est-il de la formation professionnelle? Aujourd'hui, en moyenne, on fait 10 heures de formation par an quand on est actif, versus 1000 heures de formation, c'est-à-dire on est assis en cours 1000 heures quand on est scolarisé, quand on est un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc il y a un rapport de 1 à 100 entre le temps qu'on passe en formation quand on est petit et le temps qu'on passe en formation quand on est adulte et actif. Donc la digitalisation de la formation professionnelle permet un reach beaucoup plus important, permet la production d'une masse de contenu par une masse d'individus qui vont passer par des plateformes pour atteindre une masse encore plus importante de particuliers et d'entreprises. Et en même temps, on observe un phénomène étonnant, c'est qu'en même temps qu'on va toucher un plus grand nombre de personnes, donc on massifie, on va en même temps pouvoir hyper individualiser. Et l'atout du digital, c'est vraiment ce qu'on appelle la non-linéarité, c'est-à-dire que jusqu'à présent, quand vous rentrez en cours, le présentiel fait que le prof commence à la première minute de cours, il finit à la quatrième heure de cours, il a déroulé son plan. Pareil avec le premier e-learning qui était des CD-ROM où vous passiez des slides les unes après les autres et tout ça s'activait dans l'ordre sans tenir compte de la personne qui était en face. La vraie révolution qui vient des sciences cognitives, c'est la capacité d'adapter le contenu à l'individu, à son niveau de connaissance initiale, à son niveau de progression, à sa capacité à mémoriser, et donc les choses ne seront pas administrées forcément dans le même ordre ou à la même vitesse selon la personne qui se trouve en face de l'écran. Donc on va évidemment gagner en performance, on va gagner en efficacité, on va gagner en fluidité, et puis on va gagner aussi en motivation. C'est beaucoup plus motivant d'apprendre avec un outil qui s'adapte à soi-même, à ses objectifs personnels et sa manière de fonctionner. C'est ce qu'on appelle la non-linéarité. Et là, pour le coup, on est vraiment dans quelque chose de disruptif qui va nous accompagner dans les années et décennies à venir. Juste un exemple, c'est l'entreprise Wunos qui développe un moteur d'ancrage mémoriel, donc a été fondé par des spécialistes de, euh, de l'ordonnancement des cadences de production au départ. Ils étaient dans le monde industriel et c'est la rencontre aussi avec des ingénieurs et des chercheurs issus du monde des sciences cognitives qu'ont développé ce moteur d'ancrage mémoriel qui permet d'identifier la manière dont la personne mémorise. C'est une espèce de signature mémorielle qu'on a tous. Et en fonction, va pouvoir administrer des connaissances en fonction de ce profil individuel. C'est une start-up alors qu'il est, elle a je crois 3 ou 4 ans d'existence, mais on peut imaginer que ce type d'acteur et ce type de démarche va se généraliser encore une fois dans les années et décennies à venir. Je vous remercie.